Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo et aujourd'hui voici mon ordinateur, oui. D'ailleurs en parlant de ça, ça c'est un boîtier, le Salman Z9, que je vous conseille énormément, contrairement au Handtech à la con que je vous avais montré l'autre fois. Donc voilà, alors si vous vous demandez ce que c'est que ce petit interrupteur à deux balles, à deux positions ici, c'est pour allumer ou éteindre ce ventilateur extrêmement bruyant que j'avais mis en urgence l'été dernier, pas cet été, hein, l'été d'avant, parce qu'il y avait eu un moment où il faisait chaud et puis bon j'étais pas certain que ça suffit. En fait ce ventilateur sert absolument à rien, donc j'enlèverai sûrement ce bidouillage un de ces jours. Donc, pourquoi je vous montre mon ordinateur? Alors déjà, pour pouvoir vous le montrer un peu plus en détail, parce que la dernière fois, quand j'avais fait une vidéo sur mes PC, cet ordinateur-là, bah, vous avez vu que la façade, cette fois-ci vous verrez tout sauf la façade, c'est encore mieux. Alors, donc voilà, je vais ouvrir ce truc, hop, 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 ce sont des vis faciles à enlever, de toute façon, c'est pratique ça, pratiquement tous les boîtiers ont ça maintenant, même le bas de gamme Zalman, Handtech comme vous avez vu. Et hop, j'enlève ça. Et tiens, il était branché, je croyais que j'avais oublié de le brancher. Donc vous pouvez voir un petit peu ce qu'il y a dans cette machine. Alors vous pouvez reconnaître notamment le ventirad qu'il y avait chez Dark Ventura. J'ai toujours du mal à me souvenir de son pseudo parce que j'ai envie de l'appeler par son prénom, mais bon bref, je sais pas d'ailleurs s'il préférerait pas que je fasse ça pour les vidéos qui ont rien à voir avec lui, avec son site et tout ça. Enfin bref, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc voilà, c'est le ventirad qu'on a, qui était avant qu'on mette le Hyper 212 Evo chez lui, et je l'ai foutu là-dedans pour une raison que je vous expliquerai un peu plus tard, parce qu'avant il avait le CNPS 10X Performa de chez Zalman, qui est beaucoup plus performant, beaucoup mieux, beaucoup mieux. C'est un truc que je vous conseillerais. Là il a pas son ventilateur, hein, mais vous avez juste le radiateur, là, bah, c'est un radiateur sympa, avec son système d'attache, comme vous voyez, hein, avec la carte mère qui se met entre les deux, comme ça. Donc ça c'est vraiment un super ventirad de ouf. Enfin bon voilà, ça par contre c'est vraiment de la merde. Ça a beau être tout en cuivre, c'est vraiment complètement pourri. J'ai gagné 12 degrés en mettant ça, je reste toujours dans des températures acceptables, mais bon, ça fait quand même beaucoup plus chaud. Alors, une Corsair HX 1000 watts, donc ça c'est une carte, un boîtier d'alimentation 2 fois 750 watts, contrairement à ce qui a marqué sur l'alimentation, c'est plutôt une 1500 watts. Ils ont mis à 1000 watts parce que quand on dépasse pas les 1000 watts, eh bien on est dans les normes 80+, et donc du coup, bah voilà, si vous avez marqué 1500 watts dessus, quand on tire 1500 watts dessus, eh ben on n'est plus dans les normes 1080+, 80+, je veux dire. Donc du coup, bah vous voyez un petit peu l'idée quoi. Donc c'est une HX 1000 watts, c'est la série des hauts de gamme de chez Corsair. Ça coûte une putain de fortune, mais moi je l'ai acheté, bah en fait quelqu'un qui l'avait mis sur eBay comme aux enchères comme non testé, et je l'ai eu à son enchère de base, c'est-à-dire 80 euros. Il y a déjà 3 ans, donc a coûté plus cher à cette époque-là encore. Et donc vous allez voir, parce que ce truc là concerne la carte mère et l'alimentation, parce que si vous avez bien lu le titre, c'est que cet ordinateur m'a fait une panne magique, extrêmement drôle, et vous allez voir ça, c'est juste magnifique. Enfin bon bref, je vais continuer quand même à détailler un petit peu la config. Alors là-haut vous avez mon graveur DVD, qui est un graveur DVD qui est assez vieux, mais qui fonctionne d'ailleurs en IDE PATA, comme vous voyez, hein, avec cette grosse snap à la con. Et ce qu'il a comme particularité en fait, c'est qu'il transforme les DVD+, en DVD-, et ça c'est particulièrement génial. Donc du coup je le garde, parce que transformer un DVD+ en DVD-, ça veut dire qu'en fait le DVD qui en résulte une fois gravé sera compatible avec beaucoup plus de machines, notamment pour par exemple graver des CD qui sont lisibles par la Wii par exemple. Eh bien il faut les graver en DVD-, parce que le lecteur DVD de la Wii n'est pas capable de lire les DVD+. Donc si vous faites des backups, si vous faites des trucs, si vous lisez des DVD vidéo, des trucs comme ça sur la Wii, ou vous faites des compiles de ROM et tout ça que vous mettez sur un DVD et que vous ensuite vous utilisez à partir de la Wii, eh bien vous ne pouvez pas l'utiliser si vous n'utilisez pas, enfin si vous utilisez pas un graveur DVD qui grave des DVD-, quoi. Vous achetez une pile de DVD-, et les DVD+ coûtent moins cher, donc du coup moi je peux acheter que des DVD+, et j'ai pas à me faire chier avec les deux standards à la con, et ce truc là me les transforme tous en DVD-, qui sont pratiquement compatibles avec tout. Donc ensuite j'ai 3 disques durs Seagate. Ensuite, pour continuer et terminer de détailler ma config, là où nous avons une petite carte graphique que vous voyez peut-être un petit peu mal avec ce câble qui passe devant. Alors c'est une c'est quoi d'ailleurs? Ah oui, c'est je crois que c'est une
Ah purée, franchement, j'arrive pas à me rappeler exactement, mais c'est une Nvidia, il me semble, 8400 GS, un vieux truc de merde, bas de gamme, passif et tout ça. Mais pour information, quand comme moi on fait pas de jeu sur ordinateur, ça sert à rien d'avoir une carte graphique de ouf. Au contraire, ce genre de merde c'est presque mieux, parce que ça consomme moins, ça permet donc de faire en sorte que la lime chauffe moins, et d'avoir plus d'alim. Bon voilà, moi j'ai pas de problème hein, avec une 1000 watts, mais disons avec une alimentation, parce que 1000 watts, hein, pour information, je vous conseille pas ça, à part si vous trouvez une bonne affaire, parce que 1000 watts c'est overkill pour n'importe quel PC quoi, hein. Même avec un SLI quoi, hein. Avec un SLI on conseille 750 watts, hein. Même pas 1000 watts, surtout que c'est une 2 fois 750 watts à l'intérieur de ce truc là, parce qu'en fait il y a deux voies 12 volts, deux rails 12 volts, c'est-à-dire une qui est faite pour alimenter le processeur et tout ça, que j'utilise, et l'autre pour alimenter les disques durs et les cartes graphiques. Ce qui fait qu'en fait moi j'utilise qu'une seule des deux voies pratiquement, parce que les disques durs ça consomme rien, et de l'autre côté le processeur lui consomme tout, ce qui veut dire qu'il y a une des deux alimes virtuelles qu'il y a là-dedans, enfin c'est pas des alimes virtuelles, hein. Je veux dire ce sont des vrais alimes qu'il y a là-dedans, mais c'est des alimes, comment dire, deux alimes côte à côte quoi. Et donc ces deux alimes, il y en a une des deux qui est quasiment en veille tout le temps, parce qu'elle alimente juste 3 disques durs et un lecteur CD qui sert jamais, et 3 disques durs qui sont allumés en permanence, donc en gros même pas 100 watts. Avec 3 disques durs, tu peux tirer entre 80 et 100 watts, quoi. C'est que dalle. Alors que l'ordinateur, vous allez voir qu'il tire beaucoup au niveau du processeur. C'est un Core 2 Quad Q6600 overclocké à 3,6 GHz contre 2,4 à l'origine. Donc vous voyez que c'est une sacrée augmentation. Et surtout que, voilà, quoi, on se rapproche des 4 GHz qui sont atteignables, notamment avec des Core i7 qui sont beaucoup plus récents que ce truc-là. Et ce truc-là, c'est un Core de Quad qui n'est même pas de la génération 45 nanomètres, hein, c'est un 65 nanomètres. C'est-à-dire que ce sont les vieux corps de quad, ceux qui datent de la première génération des corps de quad. Donc du coup, ça chauffe beaucoup plus que les derniers, comme les Q9000 quelque chose. Enfin bon bref, donc la carte mère c'est une Gigabyte sympathique, et vous allez voir que Gigabyte franchement, même sur les Gigabyte qui sont pas de très bonne qualité comme celle-là, parce que c'est une assez bas de gamme quoi, elle a aucun port pour le SLI, elle a juste un port PCI Express 8 16X quoi, et deux ports PCI Express 1X, il n'y a pas deux ports PCI Express 8X, deux ports PCI Express 1 16X, un 8X ou ce genre de truc, non c'est vraiment du voilà quoi, hein, du basique quoi, hein. C'est un chipset P35 quoi, c'est pas les P45 ni les X quelque chose de chez Intel au niveau du chipset, hein. C'est vraiment ce qui était cantonné plus ou moins au bas de gamme. Et avec ce truc là, overclocké à 3,6 GHz, bah c'est chaud hein. Et quand je dis c'est chaud, vous allez voir que c'est au sens propre, hein, parce qu'il n'y a pas de radiateur sur les MOSFET, sur les VRM, c'est-à-dire qu'en fait il n'y a pas de radiateur sur les choses qui permettent d'alimenter le processeur. Et il n'y a pas non plus de régulation anti-surchauffe comme il y a sur n'importe quelle carte mère maintenant quoi. Pratiquement n'importe quelle, hein, sauf les bas de gamme. Donc voilà quoi. Donc du coup, vous allez voir, il y a un truc génial qui s'est passé. Je vous laisse la surprise pour un tout petit peu plus tard. Là, nous avons 4 barrettes de RAM. Si vous vous demandez pourquoi il y en a une qui est orange et que les autres sont bleues, c'est qu'en fait, il y a 3 G-Skill, et la dernière, ce n'est pas une Crucial Ballistics, non, c'est encore une autre G-Skill, sauf qu'il a fallu que j'enlève le radiateur de l'une de ces 3 cartes de barrettes de RAM, et en l'enlevant, je l'ai complètement niqué, donc du coup je lui ai mis un radiateur d'une G-Skill HS. Pourquoi j'ai eu besoin de l'enlever? Et bah parce que une des barrettes de RAM, celle sur laquelle j'ai enlevé le radiateur, avait une puce de RAM qui était mal soudée quoi. Vous savez, le BGA en dessous était mal soudé tout simplement. Donc le problème c'est que quand c'est mal soudé, eh bien ça fait des corruptions partout et tout ça, ça rendait le PC complètement instable. Je l'ai donc fait chauffer avec un système de soudure à air chaud pour ressouder comme il faut la puce de RAM qui avait un problème, parce que en fait j'ai fait toutes les puces de RAM d'un côté et j'ai testé, puis ensuite si ça marchait toujours pas, j'ai fait l'autre côté des puces de RAM. Mais j'ai eu besoin d'en faire qu'un seul côté, tout simplement parce que comme vous pouvez le pressentir, c'est totalement impossible de savoir quelle puce de RAM avait un problème. En tout cas, j'ai plus eu un seul problème depuis 3 ans depuis que j'ai fait cette réparation, et comme elle avait pas de radiateur, du coup j'ai mis ça. Donc en fait c'est 4 barrettes de RAM de la même marque ayant les mêmes spécifications, hein, je vous rassure avec ça. C'est juste que voilà, il y en a une qui a un radiateur bidouille. Enfin voilà, moi j'aime bien faire des bidouilles, hein. J'aime bien quand je sais, parce que j'en m'en fous du look, l'ordinateur est fermé la plupart du temps. Et puis en plus ça donne une anecdote sympa à raconter, enfin ce genre de truc quoi. Et puis moi je trouve que c'est quand même mieux
de se valoriser vis-à-vis des autres par rapport à des bricolages que les autres n'auraient pas pu faire pour économiser de l'argent, plutôt qu'en disant bah j'ai sorti mon portefeuille et j'ai racheté une deuxième paire de barrettes G-Skill et j'ai foutu l'autre à la poubelle, ça serait stupide. Enfin bon voilà quoi. je vous donne un peu ma philosophie de vie en plus. Donc alors au niveau du ventilateur de boîtier, c'est un ventilateur qui était donné avec le boîtier, c'est-à-dire un ventilateur Zalman. Mais comme là je suis en train de tester des ventilateurs à 2 balles venant de Chine, à l'arrière là nous avons un ventilateur avec le fil très très court qui est un ventilateur LED qui vient de Chine à 2 € contre celui-là qui en coûte à peu près 8. Donc vous voyez un peu la différence de prix, qui est assez silencieux d'ailleurs, je vous en ferai un test plus tard, j'attends d'autres ventilateurs de Chine pour vous faire une petite comparaison. Et alors il éclaire super bien déjà, il fait beaucoup de lumière. Bon enfin bref, ça je vous parlerai une autre fois. Et qu'est-ce que je voulais dire à ce propos? Oui bon bah ça c'est suffisant pour la ventilation, pas besoin d'un gros ventilateur hein, sur ce coup-là, parce qu'il y a une grosse grille d'aération sur le haut de la boîte qui permet de faire en sorte que la chaleur, la majorité s'en va tout simplement par le fait que la propriété thermique du fait que l'air chaud monte au-dessus de l'air froid, donc du coup bah elle se barre toute seule sans avoir besoin de ventilation. Donc ça c'est vachement génial là déjà, et donc ça demande un ventilateur de boîtier beaucoup plus silencieux disons, pour avoir le même type de refroidissement qu'une caisse toute fermée avec un ventilateur de boîtier qui devra faire un énorme bruit et souffler énormément pour avoir le même rendement quoi. Donc voilà, bon ça voilà, c'est fini pour mes détails. Donc maintenant je vais vous parler de ce qui s'est passé en plein milieu de la vidéo, c'est déjà pas mal. Je trouve que j'ai bien gâché le temps, mais c'est pas grave hein. Donc voilà, donc vous allez voir la panne qu'il y a eu là-dessus, un truc de dingue. Alors nous voici près du bloc VRM de cette carte mère, c'est-à-dire en dessous de ce câble que vous voyez là, hop, eh bien nous avons le bloc VRM. Alors le bloc VRM c'est là où en gros la carte mère en gros alimente, enfin traite le courant 12 volts pour en faire une alimentation de différents voltages que l'on peut choisir dans le BIOS d'ailleurs, ce qui en donne une particularité assez incroyable. C'est-à-dire en gros de pouvoir réguler le voltage en temps réel, ce genre de truc, enfin voilà, c'est à ça que ça sert, et c'est pour ça que c'est alimenté en 12 volts, hein, et non pas en voltage plus bas, parce que ça sert à rien du moment qu'on... Enfin de toute façon, ils doivent baisser le voltage, donc peu importe que ce soit du 12 ou du 5 volts qui arrive là, de toute façon maintenant les alimentations, elles savent donner pratiquement que du 12 volts, hein. Ça c'est une particularité des alimentations actuelles, elles donnent que du 12 volts pratiquement, les 3 volts et les 5 volts sont pratiquement inexistants maintenant. Donc... Vous voyez cet étage là est totalement nickel quoi, ça se voit pas forcément super bien. La carte mère n'a pas gonflé, gondolé ou je ne sais pas quoi. Franchement, la carte mère est nickel chrome, mais alors à un point vous imaginez même pas. Ça m'a étonné d'ailleurs de voir que cet ordinateur ne voulait plus démarrer, parce que je vais vous expliquer ce qu'il m'a fait en fait. Alors du coup, ce qui s'est passé, c'est que un matin, eh bien, j'allume l'ordinateur. Je fais un encodage vidéo comme d'habitude, hein, en utilisant donc cet ordinateur à 3,6 GHz et en utilisant comme d'habitude tous les cœurs à la fois, donc du coup ça chauffe comme pas possible, c'est une vraie chaudière, mais malgré tout avec le CNPS 10X c'était silencieux parce que je peux pas dire la même chose avec ça. C'est vraiment voilà quoi, hein, ça tire énormément, donc du coup ça fait chauffer énormément les VRM parce qu'ils ont beaucoup de courant beaucoup de courant à donner quoi, et donc du coup c'est vraiment extrêmement chauffant quoi. Et donc après cet encodage, enfin pendant l'encodage, je sens comme une odeur de plastique brûlé. Et vous savez, une putain d'odeur qui même donne l'impression que c'est bon, la carte mère est morte. C'est ce que je pensais moi, hein. Je pensais vraiment que c'était qu'en fait les VRM, il y en avait un qui était en train de brûler quoi. Il y avait un des MOSFET qui allait exploser d'ici quelques temps. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai baissé en vitesse la fréquence du processeur. J'ai d'abord attendu que l'encodage se termine, sauf que j'ai désactivé 2 cœurs, vous savez avec Linux en temps réel on peut désactiver par un nombre de cœurs qu'on veut, donc j'ai désactivé 2 cœurs, là ça sentait plus le cramer, donc je me suis dit bon bah c'est bon, j'ai réglé le problème, ça doit être parce que ça tire trop de voltage. Donc du coup qu'est-ce que je fais, enfin trop de courant je veux dire, donc qu'est-ce que je fais, je vais dans le BIOS, je baisse à la fréquence d'origine à 2,4 et je refais l'encodage, et là en recommençant à utiliser les 4 cœurs, je sens cette même odeur de cramé. Bon bah je me dis bon bah tant pis, hein, visiblement cette carte mère est au bout du rouleau, alors j'ai commencé à m'acheter de nouveaux composants pour remplacer la carte mère, le processeur et la mémoire vive vu que c'est de la DDR2 par de la nouvelle mémoire vive quoi, et donc du coup je me suis dit tant pis, voilà hein, c'est la fin des haricots pour cette carte mère quoi. Et donc j'allume l'ordinateur parce que j'en ai encore besoin quoi. Le lendemain il s'allume et puis il s'éteint.
et il se rallume tout seul, enfin il fait un reboot forcé, et je me suis dit, oh c'est très très mauvais signe ça. Il me le fait une deuxième fois ensuite dans la fin de l'après-midi, et je me dis, oh ça c'est vraiment moche, à fréquence d'origine en plus, donc je me suis dit, putain les VRM doivent être complètement toastés quoi, c'est un truc de taré. Et ensuite, qu'est-ce que je fais? Bah, le lendemain encore, j'allume l'ordinateur, et là il me fait enfin il s'éteint, et il reboot, comme il a fait le jour d'avant, sauf que cette fois-ci, ventilateur à fond, et c'est la première fois que j'entendais le ventilateur du CNPS 10X, parce que c'est la première fois que j'entendais à fond, quoi, genre à 2200 tours par minute, parce qu'il a jamais tourné à plus de 1600, 1800 quand je l'utilisais en temps normal, quoi, avec la thermorégulation du BIOS, et là je me dis, oh putain, il y a un truc qui va pas, je croyais que c'était la ventilation de la lime aussi, d'ailleurs, en parlant de ça, parce que j'avais jamais entendu la ventilation du CNPS 10X, je savais pas qu'il pouvait devenir aussi bruyant en utilisation maximale, et donc du coup, bah, j'éteins le boîtier, j'attends un petit moment, je rallume, parce que je me disais c'est peut-être parce que c'est chaud, donc j'attends que ça refroidisse, puis ensuite je rallume, et là, pareil, et là je me dis, putain, il y a vraiment un problème, là je crois qu'il y a un VRM qui a explosé, mais il n'y avait pas cette odeur caractéristique de composant qui a pété et tout ça, donc du coup je me suis dit, ça m'étonne quand même, quoi, c'est quand même incroyable, ça sent aucune odeur, ça doit être enfermé dans le boîtier, donc j'ouvre le boîtier et tout ça, et donc du coup, là je me dis, bon bah c'est bon, c'est la fin des haricots, hein, c'est mort de chez mort, et là je démonte le ventirad, pour avoir la place de pouvoir manœuvrer, parce que sans démonter le ventirad, je peux vous dire que, surtout avec le CNPS 10X qui prend toute la hauteur, enfin bon, qui va jusqu'en bas, là ici, enfin bon, qui est une vraie, enfin on voit pas les VRM quoi, comme là on les voit très mal, même si là en faisant les contorsionnistes dans la réalité, c'est-à-dire quand c'est pas une caméra, on arrive à les voir un petit peu par là. Et donc là vous en voyez sûrement que un, vous voyez c'est ce composant là qui est à côté du condensateur, il fait partie des VRM, et il y en a plein d'autres qui sont de l'autre côté du condensateur que vous voyez peut-être pas parce que c'est trop noir, et il y en a plein d'autres, toute une rangée qui se trouve là, et là il y en a plusieurs rangées aussi qui se trouvent au-dessus du processeur, et donc je vois mais nickel chrome quoi, juste un peu crasseux avec de la poussière bien collée dessus, donc je me suis dit ça doit les faire chauffer un petit peu, donc voilà, bon bref, mais je me disais bon la carte mère est morte quoi, tant pis trop tard, et ensuite qu'est-ce que je fais? Eh bien j'enlève la prise qui alimente le processeur. Vous savez maintenant une carte mère c'est branché sur deux prises. Il y a une grosse prise qui se branche quelque part, et depuis les Pentium 4, vu que les Pentium 4 consommaient beaucoup, ils ont ajouté une deuxième prise, une prise supplémentaire quoi. Cette prise là permettait d'alimenter seulement le processeur. Et donc cette prise là je l'enlève, et là je vois un truc qui est juste magnifique. Je vais essayer de vous la renlever, voilà. Donc cette prise là, vous voyez, j'ai mis celle-là à la place. Alors cette prise là a l'air nickel quoi, parce qu'elle n'était pas branchée, parce que cette carte mère a beau être une overclockeuse et une plutôt bonne overclockeuse de corps de quad, et de corps de quad 65 nanomètres d'autant plus, eh bien elle n'utilise pas les 4 prises, elle en utilise que 4 quoi, tout ça, enfin les 4 prises, je veux dire, je vous le montre pas trop parce que vous allez voir à peu près les dégâts, qu'est-ce que je disais, elle utilise pas les 8 prises quoi, la prise complète, elle en utilise que la moitié, comme les premiers Pentium 4 quoi en fait, et donc du coup, c'est déjà étonnant, parce que ça veut dire que ça tire toute l'électricité pour un processeur 4 cœurs qui chauffe énormément et qui consomme énormément, sur seulement 2 lignes 12 volts, donc ça peut faire chauffer les fils, alors que l'autre prise, ça permet d'en ajouter donc 2 autres quoi, pour arriver à un total de 4, ce qui est assez énorme quoi. Et donc vous avez ça, vous voyez la prise elle est nickel, parce que voilà c'est la deuxième prise, celle qui a jamais servi, et maintenant c'est celle-là que je branche à la place, parce que ça fonctionne aussi en branchant la deuxième prise au lieu, enfin l'une des deux moitiés au lieu de l'autre moitié quoi. Et là vous allez voir, voici la prise qui était branchée d'origine, et là vous voyez qu'il en manque un bout, et qu'il en manque un bout aussi là, et vous voyez peut-être, si vous êtes bon, si la caméra arrive à le faire bien, vous voyez, regardez, ça a coulé quoi, le plastique a fondu sur une alimentation Corsair, donc avec du plastique qui est vraiment de très bonne qualité. Donc je sais pas si vous vous rendez compte la chaleur auquel ça a dû tourner à un moment précis dans la carte mère, et ça date d'il y a moins de 2 mois, parce que avant l'été, bien entendu, à chaque fois avant les canicules, eh bien je démonte l'ordinateur pour faire la poussière, pour éviter les surchauffes. Je démonte l'ordinateur, je fais les poussières dans le ventirad, je fais les poussières un peu partout, et un truc que j'avais pas fait, c'est décrasser les VRM, parce que les VRM n'ont pas de radiateur, comme vous l'avez vu.
Ça aussi c'est bizarre pour une carte mère overclockeuse de Core 2 Quad qui overclock bien. Donc ça veut vraiment dire que Gigabyte ils ont bien choisi leurs composants, parce que réussir à avoir des trucs qui arrivent à fonctionner parfaitement bien pendant un très long terme, c'est-à-dire plus de 5 ans, ça fait 5 ans que je l'utilise à 3,6 GHz, enfin à 3,4 avant, mais ça revient au même, hein, c'est pas à 200 MHz près, et en fait ça fait 2 ans que je l'utilise à 3,6, et depuis ces 2 ans-là, la carte mère n'a jamais bronché une seule fois, quoi. Alors ce que j'ai fait, c'est que quand j'ai vu ça, je me suis dit, oh putain, mais c'est un truc de ouf, quoi. Plus de 150 degrés au bout de cette carte mère, là, au niveau de la prise. La prise, pour information, est coincée entre 2 blocs de VRM, donc c'est normal que ça chauffe à cet endroit-là. La prise sur la carte mère, elle a bruni, elle est devenue marron-noir, quoi, surtout à l'intérieur de la prise. Et surtout un truc, c'est que le contact devait mal se faire dans un de ces trucs. Vous voyez, le truc devait être mal serré, un de ces trucs-là devait mal toucher la prise interne de la carte mère, quoi, la prise de la carte mère. C'est-à-dire qu'en fait, ce truc-là le touchait pas, il était juste à frôle, quoi. Et donc, du coup, ça a fait rouiller la prise. À l'intérieur, j'ai une prise d'alimentation pour la carte mère, pour le processeur, qui est rouillé, quoi, carrément rouillé. Alors comment l'électricité peut faire rouiller un truc, c'est quand on passe énormément d'électricité dans un truc et que l'électricité crée passe plus par l'arc électrique, on va dire, entre guillemets, là c'est un arc électrique microscopique, hein, de l'ordre de quelques nanomètres, quoi, plutôt que de passer en touche-touche complet, quoi, c'est-à-dire serré et forcé dedans, quoi. Et donc du coup, ça il devait y avoir une telle chaleur au niveau de cette prise que ça devait être impressionnant pour avoir réussi à faire fondre ça, quoi. Ça a fait fondre la prise et ça a fragilisé le plastique d'une telle manière. Je sais pas si je vais réussir à vous en casser avec l'ongle comme j'avais fait avant, parce que quand je l'avais découvert, le plastique, vous voyez, il est devenu tellement fragile, il se pète tout seul. Et on en sort des gros bouts comme ça, vous voyez, le plastique, qui est du plastique de super qualité, a fondu, resolidifié, un tel nombre de fois que le plastique est devenu brisable comme de la pâte à gâteau, quoi, de la pâte brisée, de la pâte voire même de la pâte sablée, quoi. C'est n'importe quoi, quoi. Il suffirait d'appuyer dessus. Vous voyez ceux du bas là qui sont ceux pour le neutre, c'est-à-dire pour le moins là, vous voyez, hop, eh bien eux ils sont en parfait état, totalement solides, on peut taper dessus comme on veut, il se passe rien. C'est vraiment que les phases, je veux dire le plus, quoi, qui a chauffé. Donc ça veut dire que c'est au niveau du plus que ça chauffe. Donc ça n'est pas la chaleur ambiante de la zone qui a créé cette chaleur à même de faire fondre le plastique. Heureusement, maintenant les cartes mères ont des sécurités et les cartes mères utilisent une prise complète. Vous voyez, regardez, en reliant ces deux prises, je sais pas si on peut encore le faire parce que le plastique a bien morflé comme vous l'avez remarqué. Vous voyez, en reliant ces deux prises entre elles, hop, tac, voilà, ça fait une prise 8 ports comme ça, qui est fait pour les cartes mères actuelles. Et toutes les cartes mères à même d'overclocker convenablement un AMD FX a un port 8 prises. Donc du coup, bah y a aucun problème, quoi. Chaque phase, il sort de chaque fil de plus 12 2 fois moins de courant, quoi. Donc par exemple, si là il y avait 24 ampères par fil, si cette carte mère utilisait 4 fils, il y aurait eu que 12 ampères par fil. Donc ça aurait été beaucoup plus raisonnable. Enfin, vous voyez un peu l'idée. Donc vous voyez, une carte mère capable de faire fondre, ou plutôt un overclock, en combinant tout ça, une carte mère overclockée avec son processeur overclocké, capable à eux tous combinés de faire fondre une prise d'alimentation de processeur qui est sur une alimentation Corsair HX 1000 watts haut de gamme. Donc vous imaginez le niveau de chaleur, le niveau du truc. Oh putain, j'ai été bluffé. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris un coton-tige et j'ai nettoyé le dessus des VRM parce que vous savez, la poussière agglomérée, ça fait un très bon isolant thermique. Donc du coup, ce que j'ai fait, donc, c'est gratter ces trucs-là, histoire de comme ça d'avoir moins de chaleur, quoi, dégagée, et enfin comme ça il y a plus de chaleur qui se dégage dans l'atmosphère, on va dire. Donc du coup ça c'est une bonne chose, quoi. Ça permet de faire en sorte que les VRM chauffent moins, même si je suis pas sûr que ce soit vraiment les VRM le problème. À mon avis, le problème c'est la perte joule qu'il y avait dans ces micro étincelles qui sortaient de là parce que ça appuyait mal. Donc ce que j'ai fait, c'est que en fait j'ai écarté un petit peu au niveau de la prise de la carte mère les trucs pour que, vous savez, c'est un truc en étoile, une petite prise qui peut s'écarter comme ça, et donc
donc du coup quand on branche et que c'est complètement comme ça, bah là ça veut dire que bah voilà quoi, ça appuie pas comme il faut dessus, parce que l'autre prise elle est très large par au-dessus quoi, alors que si on les écarte un petit peu comme ça, bah l'autre prise elle agrippe bien dessus, donc du coup ça permet de faire en sorte de ne pas avoir ce problème à la con quoi. Et donc du coup j'ai utilisé la deuxième prise, là la deuxième partie de cette prise là, les 4 autres fils, et là ça fonctionne parfaitement bien, j'ai pas eu de redémarrage, rien du tout, et je suis repassé à 3,6 GHz, il n'y a plus cette odeur de cramé bizarre, et visiblement bah, cet ordinateur est reparti pour un tour, hein. Malheureusement j'ai déjà acheté les pièces pour changer toute cette config, donc voilà, bah, je vais passer donc bientôt à un AMD FX 8320 overclocké, parce que j'ai monté une config pour quelqu'un d'autre avec ce même processeur, et franchement j'ai vu les performances du truc, moi j'ai failli partir sur du i5, hein, parce que je me suis dit pour mon utilisation d'un PC, je fais pas de jeu, rien du tout, et tout ça, je me suis dit un i5 3570K ça serait mieux pour moi. Que nenni, j'ai fait des tests et tout ça avec le FX 8320, et une fois overclocké à 4,7 GHz, et même à sa fréquence de base, c'est-à-dire 3,5 GHz, il est plus performant que le i5 dans les utilisations que je fais. C'est un truc de taré quoi. Donc du coup bah voilà, bah, je suis parti pour un FX 8320, et là franchement j'ai envie de dire maintenant que j'ai vu de mes propres yeux la performance des 8 cœurs AMD, contrairement à ce que tout le monde dit, c'est totalement rentable, ça coûte beaucoup moins cher et c'est même plus performant dans la plupart des cas. Donc sincèrement faut arrêter de fumer la moquette les testeurs, fumer la moquette aussi les fanboys Intel, ou les gens en tout cas qui pensent encore que Intel est le roi du processeur à notre époque. C'était le cas il y a un an, mais là c'est bon. AMD repassé, pas devant, mais en tout cas à nouveau des trucs avec un niveau de qualité-prix largement supérieur à Intel. Donc voilà, bah, je crois que là il y a un feu vert pour AMD, autant à l'époque des Phénom 1 et des Phénom 2, voire même à partir des corps de duo en fait. AMD, moi je recommandais pas du tout. AMD au contraire, là je disais c'est ridicule, avec un corps de duo 1,86 GHz, on faisait mieux qu'avec n'importe quel processeur AMD, même les hauts de gamme, parce qu'on pouvait overclocker le 1,86 GHz qui est le bas de gamme des corps de duo, on pouvait l'overclocker à 3, bon on va dire à 2,5 si on n'a pas de chance, à 3, si on a une carte mère correcte, à 3,5 voire à 4 GHz avec une super carte mère, et à ce niveau de performance là, c'était vraiment juste n'importe quoi. Maintenant que AMD propose des processeurs qui sont compétitifs avec Intel, et qui en plus sont overclockables alors qu'Intel n'a aucun processeur overclockable jusqu'à 200€, sincèrement, en ce moment, c'est le moment où il faut acheter du AMD. Si t'achètes du Intel, tu te fais arnaquer, mais un truc de taré, quoi. Voilà, quoi. Là, c'est verdict total. En ce moment, c'est pas une période Intel, exactement comme le moment d'avant, c'était pas du tout une période AMD, quoi. Donc voilà, je pense que j'ai fini, je vais donc rebrancher mon truc pour redéclipser ces deux prises d'entre elles, c'est super chiant à faire. Donc je vais sûrement faire ça hors vidéo, parce qu'il faut que je prenne une petite pince pour appuyer sur les trucs pour les déclipser, enfin c'est tout un merdier. Et donc qu'est-ce que j'ai à dire ensuite pour terminer? Donc oui, bon bah voilà, hein, comme vous voyez, hein, les risques de l'overclock c'est quasiment rien quoi. Là on peut, moi franchement je me suis dit, si au bout de 5 ans d'overclock à 3,4 puis à 3,6 GHz, eh bien cette carte mère me lâche, je me suis dit bah voilà quoi, hein, c'est génial quoi. 5 ans d'overclock et avoir un problème qu'au bout de 5 ans quoi, je me suis dit bon bah voilà, bah c'est les risques du truc. Mais même pas, la carte mère est encore indemne, alors que c'est une carte mère, comme je le dis encore une fois, qui est pas faite pour l'overclock à haut niveau, pas du tout faite pour l'overclock à haut niveau. Celle-là elle est faite pour les petits overclocks, genre par exemple l'overclocker à 3 GHz maximum. Mais voilà quoi, elle est largement au-dessus de ses limites, et en étant largement au-dessus de ses limites, eh bien elle est quand même capable d'overclocker ce processeur pendant plus de 5 ans sans avoir aucun problème technique. Donc vous voyez que un overclock sur une carte mère haut de gamme actuelle, genre une carte mère pour un FX par exemple, une Gigabyte 990 XA UD3 par exemple, eh bien ça ne pose aucun risque, parce qu'il y a protection sur les VRM, radiateur sur les VRM, toutes les protections qu'il faut dans tous les sens, enfin il y a aucun risque du tout quoi. Sur les cartes mères Intel c'est pareil quoi. Donc voilà, donc l'overclock, n'hésitez surtout pas, même avec un vieux machin comme celui-là, et même en ayant eu une petite frayeur à cause de ça, eh bien je sais que rien
Il n'y a absolument rien à impacter à la carte mère. Le seul truc qui allait pas visiblement, c'est que les prises ont été un petit peu lâches, quoi, tout simplement. Donc voilà. Allez, salut à tous et à la prochaine. Et puis là, franchement, je peux vous dire que ce genre de panne, je n'avais encore jamais vu ça de toute ma vie. Et je peux vous dire que c'est particulièrement amusant de découvrir encore de nouvelles choses qui nous étaient totalement inconnues, alors que vraiment, je m'y attendais vraiment pas. Là, franchement, à ce niveau-là, je pensais avoir tout vu. Non, 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 on peut faire fondre des prises quand les prises sont mal connectées parce qu'elles gâchent à peu près, j'ai dû gâcher à peu près 10 ampères pendant quelques semaines sur les prises parce que les prises avaient une mauvaise connexion, etc. Et il y avait une résistance interne à la prise, quoi. Donc c'est incroyable, quoi. La carte mère devait pas chauffer plus que ça, le processeur non plus, rien du tout. C'était la prise en elle-même qui chauffait, un truc de taré. Jamais vu ça, même si théoriquement et en pratique aussi, je savais que c'était totalement possible, étant donné que ce que j'ai fait c'est électrotechnique, et donc du coup en électrotechnique, et ben on nous apprend les risques et ce genre de problèmes qu'il peut y avoir avec des très hauts voltages et des très hauts niveaux d'ampères en proportion. Mais là, pour information, là, c'est 12 volts, seulement 12 volts. D'ailleurs, tiens, ça me fait penser à un truc, c'est que mon Alim, elle est capable de tellement de watts que malgré tous les ampères qui étaient gâchés au niveau de la prise, elle ne s'est pas mise en protection. Elle s'est dit, oh, c'est normal, ça doit être juste un fou qui est en train de faire un overclock à 6 GHz. Enfin, c'est une alimentation qui est faite pour ça, hein, pour information. C'est le genre d'alimentation qu'on peut utiliser pour ceux qui font des records d'overclock, avec dessus, tu sais, tu mets un machin et tu verses dedans comment ça s'appelle, de l'azote liquide et tout ça pour refroidir le processeur, enfin ce genre de conneries, quoi. Donc oui, dans ce genre de circonstances, on peut tirer au niveau de la prise un tel nombre d'ampères qu'on puisse la faire fondre. Mais en overclock normal, c'est-à-dire à 3,6 GHz, c'est totalement anormal que l'on puisse faire fondre la prise sans qu'il y ait aucune panne au niveau des VRM. Donc il n'y a aucune panne au niveau des VRM, aucune panne au niveau du processeur, le voltage est à 1,6 volts, ce qui est déjà énormément, mais c'est pas non plus de quoi faire fondre une prise. Et donc voilà, enfin 1,6 volts, sauf que bon, il y a de la perte et tout ça, enfin bon bref, faut compter le V-drop, donc c'est jamais vraiment 1,6 volts. Mais voilà, vous voyez un peu l'idée, quoi, c'est quand même un truc de taré. Juste la prise qui consomme du courant, la prise en elle-même avec ça, je vous le répète, hein, pour ceux qui seraient pas convaincus par le fait que de ce que je suis en train de vous avancer, ou ceux qui auraient mal suivi avant et qui auraient pas réussi à exactement comprendre, parce que c'est vrai que c'est un concept assez étranger à beaucoup de gens, c'est la prise qui consommait le courant, c'est la prise qui faisait radiateur et résistance et qui chauffait. En gros, c'est enfin radiateur, pas radiateur, je veux dire qui faisait radiateur électrique, quoi, chauffage, quoi. Et donc, en gros, c'est la prise en elle-même par sa mauvaise connexion. Vous savez, une connexion sale, une connexion rouillée ou ce genre de truc qui créait donc ce que j'ai fait en fait, c'est que j'ai gratté la prise, j'ai écarté le truc, etc. Donc du coup, il y a plus cette résistance interne. Malheureusement, la prise quand même, elle est rouillée, quoi. Mais voilà, quoi. Ça doit faire, je sais pas combien de temps que cette prise est mal branchée, et donc du coup, depuis tout ce temps, ça a fait rouiller de plus en plus la prise, et donc du coup, ça a créé une résistance interne dans la prise. C'est-à-dire pas après la prise, pas au niveau des composants, pas avant la prise, pas au niveau de la lime, la prise en elle-même, c'est-à-dire à ce niveau-là précis, à cet endroit-là dans la prise. Dommage que je n'ai pas la caméra qui permet de vous montrer ça, mais l'intérieur du trou, même si je l'ai gratté avec un petit tournevis plat pour enlever la rouille, eh bien l'intérieur de cette prise était rouillé aussi, même si c'était beaucoup moins rouillé de ce côté-là que du côté de la lime de la carte mère, parce qu'on peut dire que au niveau du métal qu'ils utilisent là chez Corsair, c'était peut-être d'ailleurs même pas de la rouille venant de cette prise, hein, c'est peut-être la rouille de l'autre prise qui s'était collée dedans, hein, c'est totalement possible. Enfin voilà quoi, donc, parce que cette prise elle est plus ou moins nickel, hein, à part le plastique qui a fondu, par rapport à la prise de la carte mère qui elle avait bien morflé. Hein. Donc voilà, en tout cas avec un petit peu de grattage de prise avec un tournevis et en utilisant la deuxième partie de cette prise qui est donc en spare, hein, plus ou moins, quand on utilise une carte mère qui n'utilise pas 4 fils, 8 fils mais qu'on n'utilise que 4, et bien voilà, je peux réutiliser mon ordinateur. Par contre j'aurai un petit problème quand je changerai de carte mère. Je pense que je vais couper là, que je vais mettre un domino 8 fils et que je vais m'amuser, vous savez un domino c'est un truc pour faire une liaison entre un fil coupé là et un fil coupé de l'autre côté, et que je vais changer la prise qui est là. Peut-être qu'il existe d'ailleurs, vu que c'est une alimentation modulaire, des modules pour faire des câbles comme ça, mais ça m'étonnerait ça par contre. Bon allez, salut à tous et à la prochaine.